Le dollar, chers amis, vous avez peut-être remarqué, est secoué en ce moment comme un panier à salade en plein braquage, et le braqueur n'est nul autre que, bien évidemment, Donald Trump, qui est en train d'essayer de passer en force pour résoudre une contradiction fondamentale de son programme et de la politique qu'il est déjà en train de commencer à mettre en place, qui nécessite par certains aspects un dollar fort, et par d'autres, un dollar faible. Donc Donald Trump est engagé sur une voie périlleuse dans laquelle il est probable qu'il échoue, mais bon, n'insultons pas l'avenir, on va suivre ça. Et en tout cas, cette vidéo est importante pour 3 raisons. Et je dis cette vidéo, mais cette vidéo, bien évidemment, est aussi accompagnée d'une lettre qui est plus importante encore, parce que la vidéo, c'est du divertissement. La lettre, c'est de l'analyse. Même si vous racontez strictement et rigoureusement la même chose, et en plus, c'est pas le cas. Je raconte pas exactement la même chose, parce que je suis pas en train de la lire, cette lettre, je suis en train de vous la raconter, et ça sort pas exactement de la même manière. Donc je vous invite vraiment à aller chercher, je mets le lien en description, un autre sera probablement là-haut. Allez-y, chers amis, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur sans costume. Moi, mon métier d'abord, c'est d'écrire, mais bon, le temps étant ce qu'il est, je vous enregistre ma vidéo, je vous enregistre ma lettre quand même. Et donc, cette lettre est importante pour 3 raisons. Cette lettre est importante d'abord, c'est indirect, mais parce que si vous me regardez, c'est que très probablement, vous vivez dans un pays de la zone euro où vous avez une partie non négligeable, voire la totalité de votre épargne libellée en euros. Or, l'euro est une monnaie zombie. C'est une monnaie qui vous coûte extrêmement cher en tant qu'épargnant depuis très longtemps, tant elle est mal gérée par la BCE et tant nos banques sont dans une situation désespérée qui nécessite de vous sacrifier pour éviter qu'elles fassent faillite. Bon, je ne vais pas en reparler dans le détail, mais donc on n'est pas assez au courant en France et en Europe qu'il y a une sorte de folie à garder son patrimoine uniquement en euros. C'est hyper important de diversifier son patrimoine, y compris en devises. Alors c'est sûr qu'il n'y a aucun banquier vous dit ça. Je connais très peu de gestionnaires de patrimoine qui le fassent, et pourtant non seulement c'est essentiel, mais en plus, quand vous allez voir un petit peu des monnaies étrangères, vous pouvez faire des trucs hyper intéressants. Ça, c'est la première raison. Et donc, bien évidemment, quand vous commencez à regarder les monnaies étrangères, et encore aujourd'hui et encore pour un bon paquet d'années, vous êtes obligé de commencer par regarder le dollar. Ça reste la monnaie structurelle. Bien sûr qu'elle va être remplacée. Par quoi, on ne sait pas encore. Bien sûr que les BRICS sont en train de faire la transition, mais ce n'est pas des transitions qui sont ni en 1 an, ni en 2 ans, ni même en 5 ans. 10, 15 ans, c'est le minimum. 20, 30 ans, c'est plutôt la vraie direction. Mais bref, voilà. Première raison. Quand vous avez de l'euro, c'est bien d'aller regarder ailleurs. Deuxième raison, est que justement, l'euro face au dollar était, et en tout cas c'est encore le cas, depuis 2008, dans un tunnel baissier qui était assez facile à jouer. On pouvait se positionner dessus. Je l'ai proposé très longtemps à mes lecteurs. On pouvait, sans prendre beaucoup de risques, ni s'embêter beaucoup, acheter et vendre des dollars à partir d'euros, et avoir de très bons rendements. Sauf que le dollar est peut-être en train de sortir de ce tunnel. Je dis bien peut-être. C'est plus aussi clair que ça l'a été pendant presque 15 ans. Donc il faut regarder en ce moment ce qui va se passer. La pièce est encore en train d'osciller sur la tranche, et on ne sait pas encore si elle va retomber sur un dollar fort ou un dollar faible. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas rester dans un monde en tension, où en plus vous avez un Donald Trump qui vient enfoncer les portes, il ne va pas rester au milieu. La pièce ne va pas rester sur la tranche. Donc ça, c'est la deuxième raison, c'est que vous avez des changements importants, et qui dit changement, dit risque et opportunité. Un risque si vous ne faites pas attention, et opportunité si vous savez à peu près où regarder, à peu près quand regarder. Évidemment pas une science exacte, mais en faisant un peu attention, on peut faire d'assez jolies choses. Et ça, c'est la troisième raison, c'est que il va y avoir de belles opportunités
sur le dollar, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est encore une fois trop tôt pour se positionner sérieusement, mais on sait où regarder. Et où regarder, déjà, c'est pas à court terme. Déjà, c'est pas à court terme. Ce qui a suscité le début de cette lettre, c'est une espèce de yo-yo du dollar à la fin du mois de janvier, la semaine dernière, où celui-ci, entre le soir du 30 janvier et le soir du 31, a commencé par monter en flèche quand Donald Trump a annoncé effectivement les droits de douane dont il faisait planer la menace depuis la fin de l'année 2024. Donc le 30 janvier au soir, il dit, ben voilà, 1er février, un jour et demi plus tard, vous avez 25% de taux pour le Canada et le Mexique, et 10% pour la Chine, et allez, on mettra peut-être que 10% aussi pour les produits pétroliers, importants, le pétrole, on y revient tout de suite. Et donc, il annonce ça, et ça fait monter en flèche le dollar. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, qui est que quand vous avez des droits de douane importants, ça veut dire que ça devient un peu plus difficile d'obtenir des dollars par le commerce. C'est une forme de barrière à l'entrée. Et donc, comme votre produit devient plus difficile à obtenir, il prend de la valeur. Il ne faut jamais oublier qu'une monnaie, ce n'est pas un produit exactement comme les autres, mais ça reste un produit. Donc, les droits de douane sont annoncés, le dollar monte. Et le lendemain, 31, fin de journée, Reuters envoie une grosse exclusivité. En fait, on a un insider qui est en train de nous expliquer que les droits de douane, ça serait pas pour le 1er février, mais pour le 1er mars. Ouf, voilà, tout le monde respire un peu, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ces trucs où les gars annoncent un jour et demi avant le truc qui tombe... C'est quand même assez radical comme décision de la part de Trump. Et donc, tout d'un coup, la pression retombe et le dollar rebaisse. Et démenti en fin de soirée par les Maisons Blanches, non, les droits de douane arrivent. Donc on va s'arrêter là pour l'histoire parce que finalement, vous avez des droits de douane qui ont été appliqués. Finalement, comme il y a des négociations, Donald Trump est en train d'appliquer exactement à l'aide de son bouquin The Art of the Deal, où il met la pression à fond et en mettant ses droits de douane, il est effectivement en train de faire deux choses. La première, c'est d'avoir un outil de négociation pour dire, voilà, les droits de douane sont là, maintenant, si vous les voulez pas, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Et c'est vachement plus facile de dire les droits de douane sont là en ayant signé le executive order que en disant, ah, attention, je vais vous les mettre. C'est beaucoup plus puissant, il le fait très bien. Et d'un autre côté, c'est aussi extrêmement important pour, dans sa logique de America First et de réindustrialisation, de faire revenir la production aux États-Unis, qui est quelque chose qui a pas mal de sens dans une projection à moyen et long terme. Si on commence, comme ce qui est anticipé par quand même beaucoup de monde, moi y compris, à imaginer que le XXIe siècle sera celui de la grande confrontation entre la Chine et les États-Unis, la puissance montante contre la puissance déclinante, si vous dépendez complètement de la Chine pour vivre, ou pas complètement, mais en tout cas, si vous dépendez trop de la Chine ou trop de l'extérieur pour vivre, vous avez déjà perdu. Donc, Donald Trump a deux raisons de mettre ses droits de douane. Première, c'est de pouvoir négocier ce qu'il veut avec ses partenaires, que ce soit l'immigration, il l'a fait avec la Colombie aussi, avant le Mexique. Il a fait son galop d'essai avec la Colombie, où en gros, pour le Mexique, en gros, la négociation, c'est si vous voulez pas de droit de douane, vous arrêtez de m'envoyer des migrants tous les jours par la frontière, et il y en a marre. Vous vous en occupez, vous les gardez chez vous, pour parler brutalement. Avec le Canada, pour le coup, la négociation, c'est la négociation énergétique. Il faut absolument que le Canada pousse tout ce qu'il peut dans leur production de gaz, de pétrole, et surtout envoie ça aux États-Unis le plus possible. Donc, vous avez ça. Dans cette structure-là, c'est là que vous avez un problème qui apparaît.
c'est que donc, Donald Trump veut réindustrialiser. Pour réindustrialiser, donc, il met ses droits de douane. Mais s'il a un dollar qui est trop fort, ces droits de douane ils sont effacés uniquement par le taux de change. C'est-à-dire que si, effectivement, ces droits de douane font que, finalement, le yuan se déprécie de 10% par rapport au dollar, c'est comme s'il n'avait rien fait. Donc, il peut pas avoir à la fois, s'il a un dollar fort et des droits de douane, c'est un peu comme s'il faisait rien du tout. Donc, il a un vrai problème à ce niveau-là, il faut pas, s'il veut réindustrialiser, s'il veut être attractif, il ne faut pas seulement qu'il mette des droits de douane, il faut qu'il ait un dollar qui soit pas trop fort, il faut qu'il ait un dollar faible. Et ça, ça lève la question du second problème, et là, le second problème, c'est l'inflation. L'inflation, même si la poussée inflationniste qu'on a eue en 2022-2023, surtout, maintenant est plutôt derrière nous, est toujours là. Il y a toujours un risque d'inflation, ça peut repartir à tout moment. Les chiffres sont tombés, mais ils sont pas... c'est-à-dire que les hausses ont déjà eu lieu, et quand vous avez une inflation qui baisse, c'est pas les prix qui baissent, hein, c'est simplement qu'ils augmentent moins vite. Donc l'inflation, ça fait vraiment partie des choses qui font peur aux banquiers centraux en ce moment, parce que ça peut faire tout péter. Ça peut faire tout péter, ça fait monter l'or, qui en ce moment, achetez de l'or d'ailleurs, parce que là, même vous croyez que l'or est haut, on va en parler très bientôt de l'or aussi. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume si c'est pas le cas, inscrivez-vous à la chaîne, parce qu'en ce moment il y a des choses assez graves qui se passent sur l'or, parce que il y a beaucoup trop d'or papier par rapport à l'or physique réel, et ça commence à se voir un peu trop. Bref, ça c'est pas le sujet du jour. Donc les banques centrales ont absolument besoin de juguler l'inflation, parce que l'inflation c'est la mort des monnaies, et que surtout on est dans un système financier qui est tellement à bout qu'une reprise inflationniste peut très très vite se transformer en reprise hyper-inflationniste, sauf à passer en mode pénurie et contrôle d'échange. Enfin bref, c'est pas du tout... c'est pas du tout la joie si ça arrive. Donc vous avez ce problème de l'inflation, et ce problème de l'inflation est notamment tiré par les prix de l'énergie. Les prix de l'énergie sont essentiels pour contrôler l'inflation. Quand vous avez une énergie qui augmente, ça fait de l'inflation, presque automatiquement. Parce que non seulement vous avez bien évidemment l'essence que vous mettez dans votre voiture, mais toute l'économie qui est jamais que de la transformation, c'est de l'énergie transformée, une économie. Donc si votre énergie coûte plus cher, tout coûte plus cher. Donc ça fait de l'inflation. Et ça, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, mais généralement, quand on parle du dollar américain, c'est plus juste de parler de pétrodollar. On ne peut pas tellement comprendre la puissance du dollar si on ne comprend pas que celle-ci vient du pétrole, d'abord en tant que producteur. C'est le génie américain, c'est d'avoir été jusque dans les années 70 les premiers producteurs mondiaux de pétrole. Puis, quand ils ont touché leur pic de Hubbert en 1970-71, ce qui a entraîné ce qu'on appelle le choc pétrolier, le premier choc pétrolier, parce que les Américains ne pouvaient pas pomper plus. Le pic de Hubbert, ça vous dit simplement que quand vous avez une méthode de production dans un endroit donné, vous avez une production qui va augmenter très vite, qui va toucher un pic et qui va redescendre à peu près aussi vite. Donc quand on parle de pic pétrolier, ce sont des analyses qui sont très justes, qui sont très fiables, qui fonctionnent très bien, mais c'est pas du tout un grand pic pétrolier mondial qui arrive à un moment donné. Une espèce de truc qu'on vous vend dans les médias, ça c'est n'importe quoi. Vous avez un pic pétrolier par méthode d'extraction, par région. Donc vous avez eu le pic de la production conventionnelle américaine en 1970, qui a permis à l'OPEP de pouvoir fixer les prix. Avant ça, ils ne pouvaient pas, parce que si jamais l'OPEP baissait sa production pour essayer de faire monter les prix, les États-Unis, eux produisaient davantage et c'était eux qui prenaient l'argent. C'est parce que les États-Unis n'ont pas pu compenser que l'OPEP a pu non seulement se former, mais en plus avoir un effet sur les prix. Et donc, vous avez besoin, et donc le pétrodollar, qui fait que à la suite, après avoir été les premiers producteurs, c'est-à-dire que si vous vouliez du pétrole, il fallait avoir des dollars, et ça a continué après avec le grand partenariat entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui fait que même après le premier choc pétrolier, vous vouliez des dollars, vous vouliez du pétrole, il fallait avoir des dollars, parce que tout le commerce du pétrole et des hydrocarbures en général se faisait en dollars.
C'est en train de changer, mais encore une fois, ça va beaucoup moins vite que ce que vous pensez, beaucoup moins vite que ce qu'on peut raconter. Et du coup, cette force-là fait que le destin du dollar est très lié à celui du pétrole. Et ce pétrole, le problème, c'est que le pic de Hubbert dont je viens de vous parler, on est probablement en train de le toucher, c'est pas probable, on est en train de le toucher sur les gaz et pétrole de schiste, donc les méthodes d'extraction non conventionnelles. Et donc les États-Unis, qui, contre toute attente, étaient redevenus le premier producteur mondial de pétrole en 2015, si ma mémoire est bonne, eh bien, ne vont pas le rester très longtemps. Et donc là, vous avez un gros problème, c'est là où vous avez une contradiction, c'est que Donald Trump a besoin il n'a pas tant besoin d'un dollar fort, il a besoin d'un pétrole bas. Et ça, c'est quelque chose, si le prix du pétrole se met à augmenter trop, vous avez un énorme problème d'inflation. C'est pour ça que, parmi les premiers executive orders qu'il a passés, il a voulu absolument libérer toutes les possibilités, tous les freins à la production d'hydrocarbures aux États-Unis. Il est en train d'ouvrir toutes les vannes, littéralement, pour pouvoir aller pomper tout le pétrole qu'on peut aux États-Unis, au Canada. Il est en train de mettre la pression sur l'OPEP parce qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra pas résoudre cette contradiction si jamais on n'est pas en train d'aller chercher du pétrole absolument partout où il y en a. Et c'est pour ça qu'il a parlé c'est pour ça qu'il voudrait racheter le Groenland, ou peut-être même pas le racheter en tout cas, c'est pour ça que le Groenland l'intéresse, c'est parce qu'il a absolument besoin d'avoir une énorme production pétrolière pour pouvoir résoudre son paradoxe d'un dollar faible ou d'un dollar fort. Lui, ce qu'il voudrait, c'est un dollar faible avec un pétrole bas. Donc pour ça, il faudrait qu'il y ait en gros une forte augmentation de la production pétrolière. Mais, encore une fois, il vient de toucher un pic de Hubbert, donc il ne peut pas faire tant de choses que ça. Il ne suffit pas de libéraliser toutes les possibilités pour que tout d'un coup la production soit multipliée par je ne sais pas quel facteur. Et surtout, en face de lui, alors le Canada, ils sont en train de découvrir un peu ce que c'est que d'avoir un partenaire qui n'a jamais été facile, mais qui là devient frontalement brutal. Et surtout, derrière, les BRICS ou l'Arabie Saoudite, tous les gens de l'OPEP, ils savent qu'il n'y a plus uniquement les États-Unis dans la balance. Il y a aussi la Chine, il y a aussi eux, simplement, en tant que BRICS. Et donc, c'est pas du tout évident que Donald Trump arrive à transférer sa politique à l'international. C'est pas impossible, mais c'est pas évident. Aujourd'hui, de manière spéculative, je pense que Donald Trump va échouer. Et que on va plutôt partir sur du dollar faible, de l'inflation. On va plutôt partir sur un dollar faible et de l'inflation forte et du gros chaos. C'est ce qui se profile. On va voir comment la Fed va réagir, parce que la Fed, elle, a plutôt intérêt à un dollar fort. Peut-être que la Fed peut gagner son combat contre Trump, mais si Trump continue sur le plan qu'il est en train d'appliquer, il est probable qu'il échoue. Je dis ça, j'ai rien pour lui ni contre lui, hein. C'est simplement que il y a la réalité qui est qu'il ne suffit pas de signer des papiers pour produire plus de pétrole. Pas dans la situation actuelle. Parfois, ça suffit. Parfois, il suffit que vous disiez, si, vous pouvez aller creuser partout et vous allez en sortir plein. Là, il ne peut pas creuser partout. Et quand bien même il voudrait aller lancer la production non conventionnelle et faire exploser la production en Arctique, ça prend un peu de temps. Ça prend plus 10 ans que 3 ou 5 ans. Les Russes qui sont très en avance là-dessus, ça fait un moment qu'ils sont dessus. Et le problème, c'est que, pour le coup, en Alaska, ils ont déjà fait le tour, et il n'y a pas grand-chose en Alaska. Donc voilà où on en est. Voilà où moi j'estime à peu près que la direction se profile. Il va falloir qu'on regarde très précisément, encore une fois, ce que raconte la Fed, ce que racontent les partenaires, ce que raconte évidemment Trump, comment nous, l'Europe, on se positionne. Bon, ça, c'est pas le plus compliqué, hein. Mal. Désolé. Comment nous, on se positionne en France. Bon, pour le moment, dans la mesure où on a des politiques qui se demandent s'ils vont se faire censurer demain ou après-demain ou hier,
pas en attendre trop non plus. Mais bon, la situation, en tout cas, d'un point de vue monétaire, est passionnante. Il y a des choses qui changent. On peut très vite, dans la période actuelle, passer dans des phénomènes inflationnistes. On pourrait revenir sur des phénomènes déflationnistes. C'est vraiment pas mon cheval, mais c'est la situation bouge tellement vite qu'il faut regarder. Mais voilà, on continuera à en parler. On va parler d'or, on va parler d'énergie, on va parler de pétrole, on va parler de tout ça. C'était un peu le coup de lancement d'une séquence. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager. Encore une fois, à aller sur le site, lire l'article pour, encore une fois, pour bien le digérer, le mâcher et prendre de bonnes décisions. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.